Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un exercice autour de la codiagonalisation, autrement dit la diagonalisation simultanée de deux endomorphismes, avec une proposition qui nous dit que quand on est dans un espace vectoriel de dimension finie, alors si on a équivalence entre deux endomorphismes sont diagonalisables simultanément et les deux endomorphismes commutent. Deux endomorphismes qui commutent, c'est pour la loi de composition. On a U rond V qui est égal à V rond U. Voilà, donc on va démontrer cette proposition. Ça va se faire en deux étapes. La première étape dans le sens direct. Petit i implique 2i. Donc pour faire cette étape-là, on va noter soit B une base, on va noter E1, EN. Donc une base de E. Puisque U et V sont codiagonalisables, on va considérer que c'est dans cette base-là que U et V sont diagonales, dans laquelle U et V sont diagonales. Donc, ce sont deux endomorphismes diagonaux. Autrement dit, ça signifie que on a la chose suivante, quel que soit I appartenant à un N, on a que U de EI s'écrit sous la forme lambda I EI, avec un lambda I qui appartient à grand K, et V de EI qui va s'écrire sous la forme un certain mu I fois EI, avec mu I qui appartient à K. Bien, et donc dans ces conditions-là, on a que quel que soit I appartenant à un N, U rond V de EI, c'est égal à U de mu EI. Puisque U est un endomorphisme, on a la linéarité, donc je peux sortir le coefficient mu I, et donc je me retrouve avec mu I fois lambda I fois EI, et on va avoir la même chose pour V rond U de EI. Je vous épargne l'étape de calcul intermédiaire, on aura lambda I fois mu I EI. Et donc ça c'est bien la même chose, puisque comme K est un corps, on a commutativité du produit entre mu I et lambda I. Voilà pour le premier sens. Pour le deuxième sens, donc on va supposer... Donc là pour le premier sens, en fait on a supposé que U et V étaient codiagonalisables et on a directement exhibé une matrice B qui rendait nos deux endomorphismes diagonaux. Ce que je peux faire avant de passer sur la réciproque, c'est de faire sous la forme matricielle. En fait, si on considère donc une deuxième méthode avec les matrices, soit du coup je note B une base quelconque, et donc dans cette base en fait on peut considérer qu'il existe une matrice P appartenant à GLN de K, telle que la matrice de U exprimée dans la base B, en fait ça va être A égale à P fois une matrice diagonale que je vais écrire diag de U fois P-1, et de la même façon la matrice dans la base B de V, ça va être P fois une matrice diagonale de V fois P-1. Donc là, on applique le fait que c'est codiagonalisable, et ensuite on fait le produit des deux matrices. La matrice dans la base B de U fois la matrice dans la base B de... je devrais le mettre comme ça, hein, de V. C'est égal à, donc je l'écris sous cette forme-là, ça me donne P fois diag de U fois diag de V
fois P-1. Donc ici j'ai P-1 fois P qui s'annule, hein, ça fait l'identité. Et là le produit de deux matrices diagonales commute. Donc du coup je peux dire que c'est P fois diag de V fois diag de U fois P-1. Et ensuite à cet endroit-là on va pouvoir ici introduire un P-1 fois P, juste ici. Et on se retrouve avec de ce côté-là la matrice de V et de ce côté-là la matrice de U. Donc je me retrouve bien avec comme ceci, M dans la base B de V fois M dans la base B de U. Et donc, puisqu'on a commutativité des matrices, on a la commutativité au sens de la loi de composition interne rond qui commute également. Voilà, maintenant pour le retour, donc on suppose que U et V commutent, donc on a cette égalité-là, et on va montrer qu'en fait on peut toutes les deux les diagonaliser dans une même base. Alors, pour les diagonaliser dans une même base, on sait que les deux endomorphismes sont diagonalisables. Donc, on va considérer la chose suivante. Soit lambda 1, lambda R, les valeurs propres que je vais noter VP de l'endomorphisme U. Donc ici, R, c'est un nombre qui va être plus petit ou égal à N. Si c'est égal à n, ça veut dire qu'on a n valeurs propres distinctes. Si c'est plus petit, ça veut dire qu'on a une valeur propre qui va avoir un sous-espace propre de dimension égale à 2 ou plus. Qu'est-ce qu'on peut faire de ça? Et donc, on introduit les valeurs propres et on va noter E lambda I, les sous-espaces propres. Associés. Voilà, donc pour les sous-espaces propres associés, ça veut dire que E lambda I, c'est égal au noyau de U moins lambda I identité. Voilà, alors la première chose qu'on utilisera tout à la fin, c'est comme U est diagonalisable, donc la première chose qu'on peut constater, c'est que E est en somme directe de tous les E lambda I. C'est la particularité d'être diagonalisable. Maintenant, on va considérer E lambda I. Et on va essayer en fait de rendre la matrice V diagonale sur chacun des sous-espaces propres E lambda I. Alors pour faire ça, la première chose, c'est qu'on va vérifier que E lambda I est stable par V. Donc quel que soit V, quel que soit I appartenant à l'intervalle 1R, E lambda I est stable par V. Alors pourquoi c'est bien stable par V? Parce que soit X appartenant à E lambda I, ça veut dire que U de X s'écrit lambda I fois X, donc c'est par définition de mon sous-espace propre. D'accord, et donc là qu'est-ce qu'on va pouvoir dire de V de X? Donc si je fais U rond V de X, je peux l'écrire U de V de X. Puisque on a émis l'hypothèse de départ, c'est que ça commute, je peux l'écrire V de U de X. Et V de U de X, c'est V de lambda I X. Ce qui s'écrit donc lambda I fois V de X. Et donc ici, si on regarde bien ce qui se passe, c'est que j'ai U de cet objet-là, qui est égal à lambda I fois cet objet-là. Cet objet, je devrais dire le vecteur, ici. Donc, V de X appartient à E lambda I. Ça veut dire qu'à chaque fois que je prends un élément X qui est dans E lambda I,
alors V de x appartient également à E lambda I, ce qui veut bien dire que E lambda I est stable par V. Et donc, puisque E lambda I est stable par V, on peut introduire un nouvel endomorphisme qu'on va noter VI, induit par V, sur E lambda I. Autrement dit, VI c'est exactement V, mais restreint au sous-espace propre E lambda I. Puisque V est diagonalisable, alors le sous-espace induit VI est également diagonalisable. Alors pourquoi est-ce que VI est également diagonalisable? Je vais mettre un petit argument rapidement entre parenthèses. C'est parce que V diagonalisable, ça veut dire qu'il existe un polynôme scindé, donc on va noter P, un polynôme scindé à racine 5, tel que le polynôme appliqué en V est égal à 0. Et donc, puisque VI est induit par V sur E lambda I, on va avoir que P de VI sera également égal à 0. Ce qui veut dire que j'ai un polynôme scindé simple qui, appliqué en VI, est égal à 0. Et ça implique que VI est diagonalisable. Voilà pour l'argument qui me permet de passer de là à là. Et donc, puisque VI est diagonalisable, ça veut dire qu'il existe une base qu'on va noter B lambda I, telle que VI est diagonale dans cette base. Alors, du coup, si on récapitule, la base BI, B lambda I, elle rend diagonale l'endomorphisme VI, et comme BI est constitué, B lambda I, pardon, est constitué uniquement de vecteurs propres de E lambda I, donc associé à la valeur propre lambda I pour U. Hein. Donc d'accord, c'est par rapport à où est-ce que je l'ai marqué ici, hein, c'est-à-dire que là on est dans E lambda I. Ici, E lambda I, les sous-espaces propres associés à la valeur propre lambda I. Pour l'endomorphisme U. Donc là, ça veut dire qu'en fait, dans B lambda I, je n'ai que des vecteurs propres de U qui sont associés à la valeur propre E lambda I. Donc, si je note UI, l'endomorphisme qui est induit par U sur restreint au sous-espace propre E lambda I, ça veut dire que UI en fait est diagonale et a sur sa diagonale que les lambda I. Donc UI est diagonale. D'accord, je n'ai pas redonné la définition de UI, mais c'est la même que pour le VI finalement. Et donc dans cette base-là, on a à la fois UI et VI qui sont diagonales. Et ensuite, on n'a plus qu'à terminer en regroupant toutes les bases qu'on a construites de cette façon-là, en concaténant toutes les bases. Donc on obtient une nouvelle base, un ensemble B, donc je vais l'écrire comme ça regroupe B lambda 1 jusqu'à B lambda n, lambda r, ici. Donc là il y a un petit abus de langage, en fait quand je mets B lambda 1, en fait c'est pas la base de lambda 1 puis la base
ce sont les éléments de la base que je mets au départ, puis les éléments de la deuxième base, puis les éléments de la rème base. Donc j'obtiens un ensemble B qui est une base de E. Alors pourquoi c'est une base de E? Eh bien c'est tout simplement par rapport à l'argument qui est ici, que j'ai noté, je sais que je l'ai noté quelque part, ici, là. Parce que E est en somme directe des E lambda I. Donc une fois que j'ai construit des bases pour chacun de mes E lambda I, eh bien j'obtiens là une base de E. D'accord? Parce qu'on est sûr d'avoir la liberté d'un côté et la taille de l'ensemble de mes éléments. Ici, je vais regrouper n éléments et donc je suis sûr d'être sur une base de E. Voilà. Et dans cette base, U et V sont diagonales. Ils sont diagonaux. Ce sont deux endomorphismes et un endomorphisme. Donc voilà, ici c'est un exemple assez rapide en termes de démonstration. La codiagonalisation, autrement dit la diagonalisation simultanée, est équivalent au fait que les deux endomorphismes commutent. Voilà, ça me semblait assez intéressant. Ça peut être un exercice simple à mettre en oral 2 ou à travailler pour les écrits et à retenir. Merci de m'avoir suivi, à une prochaine.